Alors, je vais vous faire une confession. La première fois que j'ai fait près de 200 000 euros en seulement 4 jours dans mon challenge, j'ai dû recruter 6 personnes dans l'urgence. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Alors, si tu es entrepreneur, que tu nous écoutes, que tu veux déléguer dans la sérénité, cet épisode, il va t'éviter énormément d'erreurs parce qu'il y en a trop qui veulent déléguer, mais qui recrutent mal, trop vite, sans vraie méthode. En gros, ça part dans tous les sens. Et ça, clairement, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent et pire, de la perte de confiance dans la délégation. Parce que je te connais, si tu m'écoutes, tu es certainement comme moi, je flippais de déléguer parce que je me disais que personne ne le ferait aussi bien que moi. Ça irait plus vite si je le ferais moi-même. Alors que la délégation, ça va te permettre littéralement d'être dans ta zone de génie et de laisser d'autres personnes plus compétentes que toi faire les choses. Et toi, tu vas pouvoir avoir plus de temps, plus de liberté ou te concentrer sur de la vraie valeur ajoutée. Alors, si tu en as marre d'être partout, si tu as envie et que tu te sens prête à déléguer, bienvenue à toi dans le podcast Né pour Impacter. Je suis Aurélie Gauthier. Ici, on parle de business, mais surtout de liberté d'être et de liberté financière. L'objectif, c'est que tu aies un business rentable, structuré, qui sert ta vie, et pas que tu finisses cramé avec des millions sur ton compte en banque. Alors, je m'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà des ventes, déjà du chiffre, qui veulent passer un cap de croissance sans s'épuiser. Je suis mentor business depuis 9 ans maintenant. J'ai moi-même généré des millions avec mon entreprise. J'ai une équipe jusqu'à 15 personnes et mon rapport au recrutement, je te l'ai dit, n'a pas toujours été très simple. Il a fallu que j'attende de monter jusqu'à mes premiers 200 000 de chiffre d'affaires complètement seul pour comprendre que c'était plus possible de durer comme ça. Et là, je me suis retrouvée face à une réalité que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Je ne peux plus tout gérer toute seule, sinon mon agenda va exploser. Alors on lâche le contrôle et je vais vous présenter aujourd'hui une experte. Une experte qui s'appelle Marthe, que je vais vous présenter, qui est super assistante et bras droit d'entrepreneur depuis 2017. Aujourd'hui, elle forme les super assistantes de demain et elle accompagne les entrepreneurs à recruter la bonne assistante et faire les bons recrutements du premier coup. Hello à toi, Marthe, et bienvenue dans cet épisode. Salut Aurélie et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Marthe, comment est-ce que toi tu voudrais te présenter et qu'est-ce que tu voudrais qu'on sache de toi pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? T'as un peu bien résumé quand même. Je suis assistante virtuelle et bras droit depuis 2017, donc ça commence à faire un moment, 9 ans comme toi. Et en fait, c'est mes clients qui m'ont trouvé le surnom de super assistante parce qu'au début, comme beaucoup, j'ai démarré, je faisais des petites tâches pour dépanner. Mais finalement, peut-être que je voulais aller plus loin ou que j'étais très curieuse et du coup j'ai appris plein de choses dans le business. Je pouvais vraiment accompagner mes clients à 360 et de même finalement ils se sont dit non mais en fait ça aide trop. T'es pas juste une assistante, t'es une super assistante. Et enfin des entrepreneurs, parce que j'avais la chance d'avoir des clients qui étaient dans un réseau où ils avaient plein de copains entrepreneurs que je pouvais voir aussi moi de temps en temps. Et en fait, il disait, non, mais on veut pas juste une assistante, en fait, on veut une super assistante comme Marthe. Et bon, déjà, ça flattait un petit peu mon ego. Et je me suis rendu compte finalement que le marché manquait bah, déjà d'assistantes en général. Il n'y avait pas assez d'assistantes, qu'elles soient bonnes ou moyennes. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et si vraiment on cherchait des bonnes, des super assistantes qui faisaient pas juste qu'exécuter, un petit peu péjorativement, mais un peu bêtement, sans réfléchir, alors que des fois, quand un entrepreneur, il sait pas exactement ce qu'il veut, il nous demande de faire un truc, si nous-mêmes, on sait pas quel impact nos actions vont avoir, est-ce que ça va vraiment servir le résultat que l'entrepreneur attend, est-ce que ça va le mettre dans les bonnes conditions, parce que tous les entrepreneurs, on va dire, ils ont une certaine idée du bien-être au travail, de la liberté, de comment ils veulent être perçus. Mais chaque action entraîne des conséquences. Et bah, si, par exemple, je sais pas, on crée tout un système d'acquisition, ça peut être très bien. Mais si c'est fait de telle manière je sais pas, il y a trop de clients qui veulent rentrer en même temps. Bon, on dit il y en a jamais trop, mais ça a quand même un impact sur la gestion, soit pour faire des appels, soit pour les accueillir, soit pour gérer les callings. S'il y a trop de personnes en même temps, bah, l'entrepreneur, il est pas bien non plus. Donc, il faut
réfléchir et conseiller les entrepreneurs pour que ben, les actions que l'on va mettre en place, ben, déjà choisir les bonnes. Et une fois que c'est fait, ben, adapter, déjà comprendre comment l'entrepreneur il aime lui que les choses soient faites et adapter pour que ben, ça corresponde à sa vision de la liberté, du bien-être au travail. Ce que j'aime beaucoup chez toi, Marthe, on s'est rencontrés dans un mastermind, j'avais vu ta masterclass sur le sujet du recrutement. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu expliques aujourd'hui, c'est que moi en tout cas, et on va voir dans cet épisode qu'est-ce qu'une super assistante, les erreurs des recrutements, comment identifier la bonne personne, mais là ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que pour moi, tu as une conscience plus poussée que quelqu'un, comme tu dis, qui dirait, bah, ok, tu m'as demandé de faire AB, je fais AB et ça s'arrête là. Et ce que j'aime dans les exemples que tu donnes, il y en a un quand même que je vais soulever qui me semble extrêmement important, même si c'est pas le sujet de cet épisode, c'est que tu l'as dit. En tant qu'assistante, il y a le côté, oui, mais qu'est-ce que ça va générer pour l'entreprise? Quel impact ça va avoir? Et si je mets en place cette action, est-ce que je préviens l'entrepreneur de attention à X, à Y? Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que beaucoup se disent, et tu as soulevé en faisant de l'ironie sur oui, mais on veut tous toujours plus. En fait, on n'a jamais vraiment assez. Et en fait, c'est faux. Et tu l'as soulevé, c'est que beaucoup veulent accélérer. Ah non, mais moi, Aurélie, amène-moi 100 clients par mois, tous les mois. Mais si ta structure n'est pas en capacité d'accueillir 100 clients tous les mois, c'est 100 mails, 100 ouvertures de plateforme, 100 MP, 100 contrats, 100 accompagnements. Si ta structure, elle n'est pas en capacité, l'erreur numéro un que je vois quand il n'y a pas des garde-fous comme ce que tu viens de faire en tant que super assistante dans ce que tu as dit, bah, c'est des entrepreneurs qui se crament, qui font des mauvais choix, qui recrutent comme moi, non pas par anticipation, mais par urgence, et on fait des mauvais choix, et à la fin, bah, qui finissent brûlés. Parce que avant de vouloir accélérer, il faut déjà structurer un business. Donc, merci d'avoir ressoulevé ça. Et je voulais juste donner 2 secondes mon expérience et avoir ton avis. Euh, Mhm. Tu l'as dit, et la description que tu as faite de toi, cette super assistante, ou mais attends, Marthe, il y a un problème, t'es pas juste assistante. Tu gères, je dis au hasard là, hein, les tunnels, tu gères les MP, tu me donnes des conseils stratégiques, tu me rappelles, attention Aurélie, ça fait 3 jours que tu dors moins bien, peut-être que tu devrais te reposer parce qu'il y a ton challenge la semaine prochaine. Tu as vraiment une attention particulière à tes clients, et ça m'avait choqué positivement quand j'avais entendu ça. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que, bah, peut-être comme tout le monde, je sais pas, j'avais recruté une assistante. Puis s'est retrouvé que cette assistante était un couteau suisse 360 et qu'en fait, elle faisait limite comme toi, et puis limite bras droit, puis de gérer tous les pôles, puis de savoir qui paye, comment arrêter. Puis à la fin, c'était plus une assistante. Sauf que le jour où elle m'a dit, ah ben moi, je me rends compte que je suis plus assistante, mais que je suis bras droit et que je change complètement d'angle et que je pars vers d'autres horizons, moi, ça a été le choc ultime de me dire, la personne, le deuxième cerveau qui gérait ma boîte et tous les pôles de ma boîte s'en va. Qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que selon toi, je sais pas s'il y a une réponse unique. C'est une bonne idée, une mauvaise idée de prendre une assistante et de commencer à la laisser être le couteau suisse, le deuxième cerveau de l'entreprise et que vous vous retrouvez à deux au cas où ben, elle s'en aille comme moi, quoi. Ben, en fait, je pense que beaucoup d'assistants de bras droit, d'OBM aussi, qu'on entend souvent parler, ben, se disent, non, mais là, je vais arrêter cette mission parce que ben, je suis plus assistante, je suis bras droit ou je suis OBM, ce qui est peut-être vrai, mais en fait, c'est juste le titre qui change. Les missions, elles ont évolué progressivement. Tu vois, de ce que tu m'expliquais, la personne, elle était peut-être... Alors, je vais déjà réexpliquer la différence entre bras droit, assistante ou super assistante ou OBM. Bras droit, vraiment, il peut gérer le business si t'es pas là. Vraiment, il va te donner des conseils stratégiques surtout. Il va... Ouais, imaginons tu pars en année sabbatique, le business, il peut continuer à rouler sans toi et même à croître, tu vois. Tu n'es plus... voilà, le bras droit, lui, pour le coup, il est indispensable. Si tu t'es vraiment reposé sur lui et que la personne s'en va, il va vraiment falloir te remettre dedans. L'OBM ou la super assistante, parce que pour moi c'est un peu pareil, euh, elle va gérer, elle peut être bras droit, mais c'est pas obligatoire, mais en tout cas, elle va gérer des pôles en entier. Par exemple, le pôle marketing, le pôle com, le pôle livraison, le pôle... Enfin, tu vois, elle va vraiment avoir un regard à 360, mais elle aura quand même, je pense, un peu besoin sur certains trucs de toi. Oui, c'est Tu pas vois, elle qui pas... fait la... Elle gère les projets, elle met en place les projets, les équipes, qui fait quoi?
Elle peut aussi te conseiller sur la stratégie, mais il y aura un moment où, par exemple, s'il faut tourner une masterclass, elle va peut-être tout te préparer, mais c'est pas elle qui va la faire. Tu vois, elle a encore besoin de toi pour créer du contenu avec ton image. Tu vois, alors, suivant les business aussi, si vraiment il te repose sur ton image, même avec un bras droit, on aura besoin de toi. Mais il va vraiment euh, tout planifier, tout ça. Euh, voilà, finalement, la frontière peut être assez maigre suivant les responsabilités qu'elle prend. Mais la différence entre juste assistante, sous-entendu opérationnelle, et la super assistante, c'est que vraiment, elle va avoir ce côté stratégique, conseil, suivi. Elle va pas juste exécuter bêtement. Et finalement, beaucoup se disent, le terme assistante peut sembler péjoratif pour beaucoup de gens. Euh, pour des gens un peu extérieurs, même, ils vont voir ça comme une secrétaire à distance. Et certaines le vivent très mal. Alors que déjà, on peut très bien gagner sa vie en tant qu'assistante, on fait des missions vraiment géniales, on côtoie des personnes super intéressantes. Alors, bien sûr, faut bien choisir son Oui. business, bien choisir ses clients pour que ça se passe comme ça. Mais, enfin voilà. Et quand il y a des assistantes qui, tu me dis, elles faisaient plein de choses. Pour le coup, c'était effectivement une super assistante qui touchait à plein de choses dans ton business. Peut-être qu'elle prenait pas elle-même des grandes décisions pour le business, donc peut-être qu'on n'est pas encore franchi la frontière bras droit, mais elle était déjà finalement ce qu'elle disait qu'elle voulait devenir et pour lequel elle a arrêté la mission. En fait, des fois, on peut sauver une collaboration comme ça en juste requalifiant. Alors bien sûr, il faut que les missions aient évolué, il faut que le forfait que tu lui payes, il ait évolué, parce qu'effectivement, sinon, ça va pas non plus. Mais il y a aussi ce côté reconnaissance dont l'assistante a besoin et dont elle-même, des fois, elle n'a pas conscience qu'elle a besoin. Mais je pense que des fois, des situations comme tu m'en parles, où effectivement, l'assistante couteau suisse qui vraiment beaucoup de choses reposaient sur elle, décide de partir parce qu'elle veut devenir le truc qu'elle fait déjà. Il faut juste qu'elle en ait conscience et que l'entrepreneur le reconnaisse et lui propose finalement d'évoluer de cette manière. Et Ouais. là, des fois, ça reste, ça permet de rester. Après, s'il y a des questions cachées, enfin, genre elle se sent pas bien et qu'elle veut partir et que c'était une excuse, là, tu pourras pas sauver les meubles. Mais si c'est juste une histoire de reconnaissance et de statut, là, tu peux sauver. Alors la Donc, bonne nouvelle, c'est que 5 ans après, c'est mon bras droit. voilà, tu Elle est vois, toujours là. finalement, elle est revenue et elle fait quasiment la même chose, je pense. Ouais, et tu as bien fait quand même de préciser quelque chose. Donc là, on part un peu plus loin, un peu trop rapidement, mais on va revenir en arrière après. C'est que c'est important de comprendre les limites et d'employer les bons mots, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, malheureusement, je le dis pour tout le monde. Alors, je suis pas l'experte comme toi, mais je le vois en tant qu'entrepreneur qui ai eu plus de 60 personnes dans mes équipes, donc j'ai vu pas mal de postes. Il y en a beaucoup qui se présentent bras droit, mais qui n'ont pas les compétences. Il y en a beaucoup qui se mettent le titre d'OBM, mais qui sont assistantes de départ. Enfin, il y a beaucoup de confusion là-dedans, dans tous ces mots qu'on emploie. Et puis, comme tu dis, enfin, être bras droit, être OBM, il y a des compétences que tout le monde n'a pas. Il y en a qui sont excellentes pour mettre en place des projets, mettre des deadlines, attribuer les projets dans les équipes, mais qui sont pas bonnes managers. Il y a d'autres Ouais. personnes qui sont excellentes managers, qui savent pas gérer un projet. Et je pense que c'est important, du côté des assistants, des OBM ou de notre côté, de savoir clairement de quoi j'ai besoin dans mon entreprise, c'est quoi ma vision, c'est quoi son pôle, c'est quoi son rôle. Parce que 50 OBM, les 50 n'ont pas les mêmes capacités. Donc là, je suis partie un peu plus loin, mais c'est important de le dire parce que j'entends tellement de tout dans les entretiens où on me dit, ah, mais moi, je suis bras droit, sauf qu'elle sait pas manager ou sauf qu'elle sait pas faire une stratégie et que tu es seul à porter la stratégie, ben non, en fait. Donc on veut le salaire, le poste, mais on n'a pas les compétences. Donc ça serait bien que chacune se renseigne sur qu'est-ce que c'est et puis d'être au moins au clair envers l'entrepreneur pour dire voilà mes limites, voilà ce que je sais, mes compétences, voilà ce que je connais en surface. Enfin, c'est important de poser tout ce cadre-là et je pense que vous, c'est important que vous le posiez en recrutement, quoi. Complètement. Moi, je fais très attention et de toute façon, on va en parler un peu après, je pense, dans mes recrutements. Je fais toujours passer des tests ou en tout cas, je pose des questions pour identifier la nature de la personne en face. Et bien sûr, des choses que ChatGPT peut pas répondre à ta place. Exact, Mais exact. ouais, voilà. Mais je trouve ça très pertinent ce que tu as dit. Effectivement, par exemple, quasiment toutes, elles ont un profil Instagram et elles écrivent, je suis bras droit, je suis ceci, je suis cela.
Des fois, c'est inconscient parce que c'est juste un joli terme, tu vois. Des fois, elles arrivent dans le milieu, elles savent pas la différence. C'est quand tu sais pas, on peut pas dire enfin, on peut pas vraiment t'en vouloir. Mais il y en a qui effectivement ont fait l'association du bras droit est mieux payé. Du coup, je vais faire ça. Pareil pour OBM. Et il y en a qui, même en ayant suivi une formation d'OBM, qui est sous-entendue surtout censée être de la gestion de projet, effectivement pour moi, n'est pas forcément un gage de qualité. Pas toutes, hein, il y en a qui sont très très bonnes et tout ce que tu veux, mais il faut être passé par la case assistante virtuelle, je pense, exécutante, pour comprendre justement comment fonctionnent les choses. Parce que par exemple, tu manages un projet dans le marketing, tu veux faire tout un lancement avec les tunnels, la communication, tout. Si tu dois juste manager et s'assurer que les choses sont faites. Si toi-même tu sais pas quelle action a telle conséquence, comment fonctionne tel logiciel, de combien de temps on a besoin, enfin si toi-même tu l'as jamais fait, ben c'est compliqué d'arriver au résultat. Et si jamais il y a le moindre bug dans le parcours, mais en fait tu sais pas quel levier activer pour remettre le business sur les bons rails. Exact, exact. Merci pour ces infos parce que on a poussé un peu, mais c'est hyper important de repréciser tout ça pour des deux côtés en fait, pour que tout le monde y ait que la clarté et qu'il y ait des bonnes collaborations. Je voulais commencer par le départ parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, mais qu'est-ce qui différencie une assistante classique, une assistante, je sais pas comment dire, d'une super assistante? C'est quoi le rôle? Comment on peut expliquer ça à des entrepreneurs qui se diraient, moi je sens que j'ai besoin de quelqu'un, mais c'est qui? C'est une assistante ou une super assistante? Ouais, cette question, tu t'en doutes, on me la pose assez souvent. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que déjà, une super assistante pour toi et une super assistante pour moi ne sera pas le même profil. Chaque entrepreneur a sa manière de fonctionner, aime que les choses soient faites de telle manière, à tel type de personnalité, telle compatibilité avec d'autres gens, qui font que tu leur mets trois super assistantes en face. Ben, il y en a une qui va leur aller, il y en a une qui va aller à toi, une qui va aller à moi, et je vais peut-être pas du tout m'entendre avec deux autres. Pas que je vais pas du tout les aimer, c'est juste que le système de fonctionnement va pas forcément marcher. Une super assistante, c'est quelqu'un qui déjà est compatible avec nous et qui peut nous accompagner sur les besoins dont nous, on a besoin. C'est-à-dire que moi, le marketing et tout, ça va. Alors, à la rigueur, j'aurais peut-être besoin de gens qui m'aident à mettre en place pour aller plus vite, mais j'aurais peut-être plus besoin d'aide sur quelque chose que j'aime moins se faire. Par exemple, moi, la communication, je sais le faire, mais j'aime pas. Et idéalement, si je pouvais avoir une super assistante qui adore faire ça et qui va être source de propositions, qui va maîtriser le sujet, qui va me conseiller, bah, ça m'irait. Toi, bah, ce serait peut-être autre chose. Généralement, quand moi je travaillais avec mes clients qui sont entrepreneurs, c'était une complémentarité, un peu comme un couple finalement. Oui. Et déjà, il faut savoir que alors une super assistante peut faire des missions purement exécutives, mais généralement, elle s'ennuie assez vite. Donc, elle va plutôt dans aussi la stratégie, c'est pas ça remplace, c'est elle fait les deux. C'est ça la subtilité avec souvent juste OBM. La super assistante, oui, elle conseille, oui, elle planifie, elle fait tout ce qu'on veut, elle chapeaute, elle peut même manager, elle peut même t'aider à recruter, mais elle met les choses en place. Grosse différence. Et tu sais que tu as trouvé la bonne personne et que c'est ta super assistante, c'est quand tu lui demandes de faire un truc et qu'elle te dit c'est déjà fait. Et que quand tu vérifies, en fait, ça a été vraiment fait comme toi, tu veux que ce soit fait. Parce qu'il y a plein de manières de faire les choses. Mais voilà, cette idée, c'est vraiment avoir trouvé le bon milieu d'homme et savoir, en fait, t'as tout ce truc de charge mentale qui saute parce que tu sais que même si toi t'oublies, elle gère et le travail est bien fait. J'adore cette phrase de tu pourrais me faire ça? Non mais attends, c'est déjà fait. Ah, j'adore tellement et je suis d'accord avec ce que tu Mais dis. J'ai eu plein de clientes comme ça quand je les ai reçues en mentoring qui m'ont dit oh là là laisse tomber, moi je recrute plus, je délègue plus et donc on a échangé là-dessus. Et le cas que tu as dit, il y en a énormément parce que moi-même je le conseille et moi-même je le fais. Souvent on demande aux entrepreneurs autour de nous ah est-ce que tu aurais une super assistante, une customer care, une OBM, une donc on te donne des contacts. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'ai compris qu'à partir de là c'est juste un contact au même niveau que les autres
et qu'elle passera des tests comme les autres et qu'il y aura un ou deux entretiens comme les autres et qu'il y a tout un process qui sera respecté parce que derrière, bah, ça coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, d'onboarder et d'offboarder aussi quand ça va pas. Donc, faut être au courant dès le début et comme tu as dit, moi, j'ai déjà vu des personnes qui étaient excellentes chez d'autres et effectivement, quand elles arrivent chez toi, mais je sais pas, on se comprend pas. Enfin, il y a un bug au niveau de la communication. Je lui dis A, elle me dit ah oui, c'est B. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, ça match. Et merci de la comparaison. Je suis d'accord, c'est exactement comme dans un couple. Faites juste attention à une chose, je sais pas si tu seras d'accord. Moi, mes erreurs du début, c'est que j'ai recruté des personnes sur l'émotionnel avant Mm. d'avoir les tests, avant de connaître tout le process et de l'avoir mis en place. Mes deux premiers recrutements, j'ai rencontré une assistante et je me suis dit, oh, elle est incroyable, ça pourrait être ma meilleure amie. On discutait, c'était fluide, c'était agréable. On avait que des points communs, enfin un match énergétique humain parfait. Une catastrophe dans la collaboration. Ouais, Donc c'est pour j'ai ça que appris. dans le système de recrutement que je vais te présenter, moi, il y a plein de tests, mais il y a aussi une barrière pour justement couper l'émotionnel. L'émotionnel, on y fera appel après pour départager des profils qu'on a identifiés qui pouvaient matcher avec. Mais il faut vraiment se détacher de ça. Et aussi, alors là, je vais mettre une petite barrière où je suis pas sûre de l'avoir déjà annoncé avant. Mais alors toi, tu as parlé de meilleurs amis, de trucs comme ça. Trucs comme... Il faut faire attention, surtout quand on commence à être un petit peu connu, qu'on commence à changer vraiment un petit peu, avoir vraiment un vrai impact sur la vie des gens, ou sur leur business, ou peu importe. Il faut faire très attention à que ce soit une assistante ou n'importe quelle autre personne. Il faut surtout pas prendre un profil qui est amoureux de nous. Hmm, Parce que on peut avoir des vrais problèmes par rapport à ça et les clients les plus responsables et les plus ouais qui vraiment tu sentais qu'il y avait eu du vécu quand ils m'ont recruté ils m'ont dit Marthe s'il te plaît ne tombe jamais amoureux de moi. C'était pas prévu, mais j'ai vu la différence. Non, mais vraiment, j'ai vu la différence déjà de posture d'eux. Et effectivement, quand avec d'autres entrepreneurs, je travaillais, après moi aussi, je travaillais avec des mecs. Donc, et comme les assistantes sont la majorité des femmes, oui. voilà, j'ai eu travaillé avec des personnes qui, en fait, étaient amoureux de l'entrepreneur. Mais en fait, elles ont tendance à leur dire oui pour lui faire plaisir, pour le conforter dans ses décisions. Mais là, alors si on fait que de l'opérationnel, oui, oui, ok, je fais bien. Mais si justement il recrute quelqu'un, en tout cas Hmm. dans le cadre d'une super assistante, de quelqu'un qui est là pour le conseiller, pour le soutenir, pour lui conseiller des stratégies, euh, ben on peut pas en fait si t'es amoureux parce que tu auras tendance à vraiment vouloir te faire aimer et ne pas le challenger, lui dire non, c'est compliqué. Ouais, et ça, c'est important de leur préciser aussi dans nos recrutements. Et moi, quand je suis en entretien, je dis souvent aux personnes, tu sais, en fait, je suis pas en train de te recruter. On est en train de se Mm. recruter. Ça part des deux côtés. Et moi, j'y vais dans des vérités maintenant en disant, bah voilà, moi je suis comme ça, j'ai 10 000 idées à la seconde. Des fois, je vais t'envoyer un message disant, ouah, trop bien, on lance ce nouveau projet. Bah n'hésite pas à me dire, Aurélie, là, tu t'emballes. Aurélie, ce que t'as fait, c'est pas fou parce que ça. Et plus on est dans cette vérité et cette objectivité de business et de rapport d'équipe, plus c'est sain. Je suis d'accord avec toi. À quel moment, la question fatidique, selon toi, à quel moment on pense que c'est le moment de recruter une assistante? À quel moment on pense que c'est le moment ou à quel moment c'est pertinent de recruter une super C'est assistante? pertinent. Ok. À quel Alors, moment c'est pertinent de recruter une assistante? ok, subtilité, hein, parce que des fois on commence un business, on dit non mais je veux déléguer tout de suite. Moi je dirais déjà warning, il faut déjà pouvoir se payer soi-même. Parce que si ben, t'arrives pas à en vivre et que le business est en péril parce que finalement tu peux payer personne et que ça se casse la gueule, ça va pas marcher. Je dirais déjà pouvoir se payer soi-même et alors, je dirais à vous, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui vraiment se lancent, qui ont déjà un petit peu d'économie et tout, donc ils peuvent se payer, ils peuvent payer la vie, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas forcément défini leur offre, tout, truc. L'assistante peut vraiment aider. Alors, si c'est une super assistante qui va conseiller et tout, on peut commencer même avant finalement d'avoir vraiment démarré
suivant le profil. Mais généralement, quand vraiment on recrute, c'est on a déjà le business qui tourne, au moins on a fait quelques ventes, on sait que ça fonctionne et on a une petite idée de là où on veut aller. Parce que recruter pour recruter, si en fait on nous a juste dit qu'il fallait recruter, bah, y a pas, c'est pas forcément pertinent. Il faut avoir une idée de, ok, j'aimerais aller là dans mon business. C'est ça mes objectifs, c'est ça. Et pour le coup, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à y aller. Si je recrute quelqu'un et que je lui confie des trucs un petit peu au hasard ou qu'on n'a pas vraiment d'objectif, qu'on ne sait pas où aller, ben, à moins que l'assistante elle prenne vraiment les choses en main et qu'elle fasse aussi du coaching, euh, je suis pas sûre qu'ils aillent très loin non plus. Ouais, mais après, effectivement, c'est pour ça que je te disais à quel moment ils pensent que c'est bien de recruter, parce qu'il existe tellement de cas différents où on peut dire oui, non, attention, c'est pas le moment. Il y a des personnes aussi parfois qui commencent à avoir des ventes, des clients, c'est instable, mais à qui je conseillerais quand même dans mes clientes de recruter. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles finissent par passer beaucoup plus de temps à faire les factures, les emails, répondre aux messages, que être sur des vraies tâches de valeur ajoutée où elles sont là pour être visibles, pour vendre, pour faire la vraie valeur. Et à la fin, bah, elles sont noyées par tout le reste, puis elles arrivent même plus à être dans leur action. Donc tu vois le chiffre d'affaires Qui qui baisse. rétrograde, quoi, qui baisse. Donc c'est pour ça que ça dépend. Là, on fait une généralité, mais ça dépend vraiment de chaque cas. En tout cas, oui, quelqu'un qui a pas de client, qui a pas de, bon, c'est pas le meilleur moment pour avoir une assistante, ça c'est sûr. Ouais, c'est pour ça que j'ai donné un truc assez généraliste parce que ça dépend tellement de plein de choses. Et tu me disais par exemple, tu vois, faire les factures, faire ceci, ça apporte pas de chiffre d'affaires. Il y a certaines personnes, certains entrepreneurs qui ont besoin de garder des petits moments à mission sans prise de tête pour décompresser. Parce que faire que des missions qui rapportent du chiffre ou de la création de contenu, certains ça les nourrit, d'autres ça les épuise. Donc il faut trouver ce bon équilibre et je dirais pas qu'il faut forcément déléguer tout l'administratif ou déléguer tout l'opérationnel. Il y en a, ils en ont besoin. Donc, quoi déléguer, quand, à quel moment et à qui, c'est ultra personnel. Enfin, ça dépend de chaque personnalité d'entrepreneur. Donc là, pour le coup, si quelqu'un vient, je lui pose les questions pour identifier les besoins et je peux lui conseiller un truc sur mesure, mais il n'y a pas de généralité. Il faut pas forcément tout déléguer l'admin. Moi, oui, c'est le premier truc que j'ai délégué avec la compta. Voilà, parce que c'est pas le truc qui m'épanouit. D'autres copains entrepreneurs, eux, ils ont besoin de regarder ce truc comptable parce qu'ils aiment ça, ils en ont besoin pour décompresser dans la journée. Euh, Il y en a qui adorent le montage de vidéos. Moi, je le déteste. C'est genre, si tu leur enlèves le montage, tu leur coupes tout goût à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà, je peux pas dire quand tu te rends compte que tu fais trop d'admin ou trop de trucs, là, c'est le moment de passer le cap. Non. Par contre, je peux te dire quand est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça passe pour déléguer, en tout cas si c'est possible. C'est pas au milieu d'un lancement qu'on va se dire, même si tu es un peu débordé, qu'on va dire, non, mais là, je vais recruter quelqu'un parce que tu as 99% de chances de recruter ben, pas la bonne personne dans l'urgence. Euh, il vaut mieux prendre ce temps de recul et de se dire, ok, bah finalement, c'est ça que j'ai envie de garder dans mon business. Ça reste important pour le bon développement de mon business, pour qu'il continue de tourner, pour que tout fonctionne. Mais je n'aime pas le faire. Ou j'aime bien, mais j'ai pas toutes les compétences et ce serait bien de me faire aider par quelqu'un qui le maîtrise mieux que moi. Et c'est en se posant et en identifiant ces choses-là que ben, on peut vraiment recruter la bonne personne. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de date précise pour recruter. Il y a plus des moments où il vaut mieux ne pas le faire parce que tu vas pas avoir l'espace pour le faire. Mais j'ai pas de date précise à te dire. Ouais, ce qui est important dans l'échange qui est en train de se passer et que j'ai vu chez les entrepreneurs à ressoulever, c'est en général, ne déléguons pas en premier ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie. Je parle pas de compétences, parce qu'on peut avoir des compétences, mais que ça nous excite pas. Ouais. Moi, ça, je viendrai un peu dire ma propre vérité et chacun en fera ce qu'il veut. Moi, je conseille pas aux entrepreneurs, on repart sur l'admin, c'est le plus simple. Je conserve l'admin parce que ça me fait décompresser. Non, non, moi, je leur dis, tu fais pas l'admin, tu vas marcher, tu vas faire d'autres choses que le business parce que souvent, ben, être trop dans le business, c'est pas bon et on n'en parle pas assez. Je pense qu'il faut avoir des vrais moments off. Donc, je préfère payer.
on va en arriver là-dessus, 30, 40, 50, je sais pas combien, la personne pour qu'elle s'occupe de cette admin que je serais compétente de faire et que je pourrais faire, mais je vais aller me balader en nature, je vais profiter de la vie parce que c'est là où vous revenez plus performante. Donc arrêtez d'avoir la main et le contrôle sur tout pour surtout pas avoir quelqu'un qui le fait. Déjà là, ça changera beaucoup de choses dans votre business si vous prenez de l'espace et ne faites pas l'erreur de déléguer en premier et peut-être déléguer tout court, quelque chose que vous kiffez, quoi. Parce que j'en ai vu trop se dire, mais attends, moi j'ai délégué ma création de contenu et en fait je prends plus de plaisir. Maintenant je fais d'autres trucs qui me plaisent pas. Donc posez-vous toutes ces questions. Est-ce que toi tu vois d'autres erreurs que tu as vues chez des entrepreneurs qui ont recruté des assistantes ou des premières personnes dans les équipes? C'est quoi les erreurs qui te viennent comme ça en pop-up? Recruter sur l'émotionnel, recruter dans l'urgence, recruter quelqu'un qui... euh, ceux qui ont fait vraiment un beau travail de recrutement, qui ont vraiment posé les bonnes questions et tout, euh, de choisir une personne qui fit un peu moins en tant qu'humain, mais parce qu'il maîtrise un logiciel en plus. Ouais, alors qu'un logiciel, c'est un truc qui s'apprend hyper vite. Mais parce que bah, il l'a ajouté dans sa liste de logiciels qu'il maîtrise, et ben, je prends celle avec qui ça mate le moins. Généralement, ça dure 2 semaines et il recontacte la personne qui l'a pas pris après. Donc voilà, c'est les plus récurrents que je vois. Ok. Et effectivement, on va venir au moment où qu'est-ce qu'on doit préparer pour recruter. C'est lié à ce que tu dis, c'est que ce que la personne dit sur un CV ou ce qu'on vous dit à l'oral ou ce qu'on vous dit par écrit et ce qui se passe dans la réalité, parfois il y a un monde complètement différent. Et la meilleure chose que j'ai appris, que je vais vous offrir là, et moi ça a été ma claque 2024, ça paraît très bête, mais ce qui est logique pour toi n'est pas logique pour les autres. Moi, j'ai fait un recrutement qui m'a coûté financièrement, émotionnellement et j'en passe, d'avoir recruté quelqu'un qui devait, par exemple, gérer mon image, ma stratégie de com, mon image sur les réseaux et j'en passe. Et pour moi, c'était logique qu'il sache comment je vends et ce que je vends. Sauf que ce n'était pas logique pour la personne et au bout d'un moment, quand les choses se mettaient en place, je me disais c'est étrange quand même. Là, ça me parle pas. Là, on dirait que c'est pas moi. Et quand j'ai pris le taureau par les cornes et arrêté de mettre la tête dans le sable en pensant que c'était un A-player comme il me l'avait vendu, et que je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer comment je vends? Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi mes offres? Pareil, demandez à la personne de vous expliquer ce qu'elle a compris de vous. Mm. Parce que nous, Ouais. on dit, ah ben moi je suis Aurélie Gauthier, j'accompagne des entrepreneurs je sais pas moi, à générer plus de revenus. Ok, c'est moi avec mes mots. Mais quand vous dites à quelqu'un, tiens, t'es dans mon équipe, c'est quoi ma mission? Pour toi, je fais quoi? Pour toi, j'aide qui? Et là, vous vous prenez des claques. Parce que là, j'ai compris qu'on était complètement à côté, ils comprenaient pas comment je vendais, ils comprenaient pas à qui je vendais. Et ce qui est logique pour vous n'est pas logique pour les autres. Voilà ma plus grosse leçon. Je te laisse la suite si tu vois d'autres choses à ressortir de ça. Non, je trouve que c'est un très bon réflexe de toujours faire reformuler. Donc, sur cette partie-là, c'est pas mal. Mais aussi quand, en tant qu'entrepreneur, on confie un projet, une mission, est-ce que ça y est, tu vois, tu as tout expliqué ce que tu attendais. Est-ce que tu peux me reformuler, me réexpliquer ce que tu as compris que j'attendais de toi? Tu vois, même dans des petits points dans la délégation, ça peut toujours, toujours aider. Et pour l'exemple que tu as donné, je pense que ça peut arriver très souvent, surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de prestataires qui proposent des offres un petit peu toutes faites et qui justement ont une promesse pour t'amener à faire tel truc, mais qui ne sont pas vraiment, tu vois, dans la team. Et ben finalement, tu as un numéro parmi tant d'autres et eux, ils ont plein de process, ils ont tout leur template, en plus, ils ont souvent des IA, des automatisations, en fait, où ils rentrent des trucs et c'est l'IA qui produit, qui fait ceci, cela. Et voilà, quand tu as un numéro parmi tant d'autres, effectivement, pour passer par ce genre de prestataire, il faut vraiment s'assurer, mais même avant de commencer, que en fait, tu n'es pas juste un numéro. Que vraiment, il va y avoir quelqu'un qui va s'assurer de vraiment de comprendre, qui vont pas juste copier-coller un enregistrement à l'IA. Ouais, exact. Et qui vont pas prendre, comme tu as dit, leur process à coller, à essayer de faire rentrer dans ton business parce que ça matchera pas. Donc, Ouais. effectivement, Ça les... peut marcher pour certains, Oui, mais pas pour tout le monde, et surtout pas la majorité.
Ouais, et puis entrepreneur, on est tellement en majorité, un peu atypique, on a notre personnalité, on a notre façon, comme tu as dit, de faire, et c'est ça qui est à prendre en compte. Et ce que j'avais adoré avec toi, je fais un écart, mais parce que ça me revient en tête dans le côté super assistante, je vais donner un exemple au hasard pour pas recoller à l'exemple que tu avais donné. C'est Marthe qui travaillait avec un entrepreneur et qui lui avait dit... ah bah tiens, je vais m'occuper de tes repas, tu sais, des repas qu'il y avait eu dans un mastermind en disant, bah, parce que voilà, je sais que tu peux être intolérant à telle chose ou être plus fatigué si tu manges telle chose. Donc elle était allée jusqu'à s'occuper de prévenir les personnes qui organisaient en disant, bah attention, c'est plus favorable pour lui ou X ou Y. Là, on est d'accord qu'on rentre quand même dans la super assistante, voire l'assistante personnelle, parce qu'il y a aussi les assistantes personnelles. C'est un autre sujet où là, on s'occupe plus de notre vie, de commander nos billets d'avion, nos hôtels et j'en passe. Mais toi, t'étais dans la super assistante en faisant ça. En fait, la super assistante, comme je te l'ai dit, elle peut toucher sur plein de pôles. Et l'assistance personnelle est un pôle. Donc pas du business, mais c'est le pôle perso que j'appelle du coup. Donc pour ce client-là, effectivement, j'étais aussi son assistante personnelle. En fait, tu vois, c'est super assistante, c'est un titre Ouais. généraliste, mais on peut choisir bah, soit de spécialiser en faisant que ça. Mais comme c'est pas mon cas, moi, si je fais qu'un seul truc, je m'ennuie trop. Je préfère rester la super assistante. Du coup, pour un client, je vais pouvoir faire ça, ça et ça. Pour un autre, peut-être complètement autre chose. Mais oui, ça rentre dans le cadre de l'assistante perso, mais il n'y a pas de restriction en fait. Vous devez chercher la super assistante qui vous correspond pour l'émission que vous allez lui confier. Et oui, le perso peut rentrer dedans. Ouais, j'avais adoré ce côté, ok, je suis avec toi dans ton business, mais je prends soin de toi. Et moi, je sais que j'avais une personne dans mon équipe comme ça qui souvent me laissait un message en me disant, Aurélie, comment tu te sens? Aurélie, est-ce que là, on peut éviter de t'envoyer des messages en ce moment parce que X ou Y? Et t'avais parlé de ça, et en tout cas pour moi, et encore une fois, ça correspond pas à tout le monde, j'avais trouvé ça super qu'on me voit autrement que celle qui dirige l'entreprise et qui donne des missions, mais plutôt... ok, on y va ensemble, on est dans le même bateau. Peut-être qu'en ce moment, bah, tu as du mal à ramer parce que, je sais pas, tu es en plein déménagement, bah, comment je t'allège? Et ça, j'avais trouvé ça pépite, quoi. Euh, Ouais. J'ai hum, parlé tout à l'heure de... C'est un peu comme un couple, une assistante et son entrepreneur, mais des fois, pas forcément tout le temps, mais c'est aussi plutôt le rapport maman-enfant. S'assurer que tout se passe bien, prendre soin de lui, lui dire stop. Euh, Pas hum, toujours, il y en a qui supporteraient pas, c'est ok. Il y en a, c'est de temps en temps dans la collab, mais la majorité non. Voilà, chacun son truc. Mais effectivement, passer un certain niveau, on a vraiment, on comprend finalement qu'on a besoin que l'entrepreneur il soit en bonne santé, soit dans de bonnes conditions, surtout s'il fait plein de projets en même temps. À un moment, hum. il va s'épuiser. Donc, quel que soit l'objectif finalement, c'est important que l'entrepreneur il vive bien et il soit en bonne santé. J'adore, j'adore. Pour revenir 2 secondes sur le recrutement, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis dans ce cas-là, mais j'aimerais avoir ton avis. Aujourd'hui, j'ai des fiches de mission, des process, une vision qui fait quoi, de quoi on a besoin concrètement. Toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui est dans ses premiers recrutements? Est-ce que cette personne a besoin d'avoir tout ça? Donc, la vision du business, j'imagine oui, mais des process, la fiche de mission, est-ce que c'est important au départ? Hum, Est-ce que c'est important, important? Non, mais le contenu qu'il y a dessus, un peu. Parce qu'il faut déjà savoir pourquoi on veut recruter. Il faut savoir, du coup, un petit peu ton objectif business, tes objectifs perso et tout. Il faut avoir identifié effectivement bah, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton business, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes moins faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, etc., etc. Pour identifier qu'est-ce que tu vas déléguer. Mais il faut aussi avoir assez de recul sur le business. Bah, après, si ça, on l'a pas trop, c'est pas grave, parce que si on recrute la bonne personne, elle pourra nous aiguiller là-dessus, mais à savoir qu'est-ce qui est vraiment important de déléguer, parce que des fois, on veut déléguer des trucs, genre, je sais pas, on veut être sur LinkedIn, et du coup, faire plein de trucs, tu vois, la création de contenu, les textes, les trucs, les programmes, bref, plein de choses, mais en fait, il n'y a aucun de nos clients qui est sur LinkedIn. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas pertinent à déléguer. Et des fois, on s'en rend compte après, c'est pas grave. On a perdu un petit peu de temps, mais voilà, c'est rattrapable. Mais si on recherche à déléguer quelqu'un, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'on va lui confier au début. Alors, si c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, elle pourra elle-même se mettre dans la posture et te conseiller. Si c'est une assistante qui démarre, bah, ça va peut-être un petit peu moins à l'aise parce qu'elle pensera peut-être à tort que bah, justement tu sais ce que tu fais. Ouais. Donc,
Voilà, il faut être un tout petit peu au clair. Et si vraiment on ne sait pas, bah, on peut venir demander conseil à justement bah, des personnes qui aident dans les recrutements. Ou si on s'adresse effectivement à une super assistante qui a de l'expérience, bah, même si on ne travaille pas directement avec elle, on peut aller lui poser des questions pour justement en recrutement. Bah, qu'est-ce qu'il faut que lui il prépare pour justement faire un rendez-vous avec elle, pour, même s'il n'y a pas forcément embauche à la fin, mais qu'est-ce qu'il doit préparer pour bah, que l'entretien se passe bien et que la personne elle puisse se dire bah oui on travaille ensemble ou pas. Et est-ce que tu aurais justement un ou deux, alors il pourrait y en avoir, j'imagine, des milliers, mais un ou deux signaux faibles où on se dit, ah, tu sais, comme dans les relations, la red flag, est-ce qu'on on a quelques signaux faibles dans les recrutements? Par rapport à une personne ou par rapport Oui, à c'est pas le bon moment de recruter? par rapport à la bonne personne. Par rapport à la bonne personne, alors il faut vraiment identifier bah, déjà ce qu'on veut déléguer et aussi parce que quand on veut déléguer par exemple une mission, il y a le savoir-faire pour la mission et il y a le Être. savoir-être de la mission. Et si on ne sait pas comment on veut que les choses soient faites, eh bien on peut recruter sur justement que le savoir-faire. Et c'est ça le piège qui fait que bah, il va pas y avoir, je sais pas comment on dit, de match vraiment sur le long terme. Même à court terme, hein, ça va pas marcher. Mais du coup, il faut identifier ça pour justement identifier ces red flags. Parce que par exemple, je veux recruter une customer care pour accompagner mes clientes dans mon mentorat pour former des super assistantes. Ok, sur le principe, très bien. Je veux quelqu'un qui va m'aider et qui va accueillir les nouvelles AV. Je veux quelqu'un qui sera là en cas je sais pas, j'ai perdu mes accès, je me rappelle plus de tel ou tel truc. Ok, ça, c'est, on va dire, c'est la base. Mais par contre, subtilité entre moi pour mon programme et d'autres que voudraient pour une customer care, moi, chose très importante pour mes élèves super assistantes, je veux qu'elles développent une compétence qui va être la débrouillardise. Indispensable dans notre métier. Du coup, c'est la customer care. Au moindre petit truc, genre, alors j'ai perdu mes accès au bout d'un moment, si t'as pas tes accès, tu peux pas te former, ok. Mais ouais, je me rappelle plus dans quelle leçon était tel truc. Ben, la première fois, elle pourra l'aider et lui réexpliquer comment on fait les recherches pour retrouver facilement une leçon. Mais si elle prend le réflexe de toujours aller voir la customer care et que la customer care lui dit, elle va jamais développer cette débrouillardise. Mm. Moi, je leur dis dès le début, que ce soit aux clientes directement, je fais toujours un appel individuel avec chacune, mais après la customer care qui est dedans, si par exemple, elle dit, est-ce que tu peux me redire comment on fait ceci, comment on fait cela? Moi, je veux qu'elle prenne le réflexe d'abord d'aller demander à Google. Si c'est un truc technique, d'aller demander à YouTube, trouver un tuto. Si vraiment elle trouve pas, il n'y a pas de problème, on est là. Et la customer care pourra aider. Mais je veux pas que l'assistante, que la customer care, elle fasse tout à leur place. Parce que sinon, on peut pas développer la débrouillardise. Mais ça, si je l'ai pas clairement identifié, Ouais. quelqu'un qui va me recommander une super customer care, qui est génial, aux petits soins, les clients, ils sont tous... Oui, ok. Mais c'est aussi pour ça que des fois, il y a des matchs qui se font pas. On n'a pas la même vision de ce dont une customer care, les limites d'une customer care chez moi, qui serait, mais juste la base ailleurs. Ouais. Tu vois la subtilité? Ouais, 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 très bien. On va finir sur les deux dernières questions que beaucoup de personnes se posent. Je ne sais pas s'il y aura des réponses non plus à ça, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver ces super assistantes? Comment on fait quand on en cherche? Et en moyenne, parce que je sais que bah, ça dépend des compétences, ça dépend de l'expérience et de plein de choses, en moyenne, combien est la prestation, enfin en tout cas l'heure, ou je ne sais pas comment tu les calcules, en forfait, en heure, ces super assistantes. Ouais. Alors pour les trouver, bah, il y a plein de moyens. Il y en a plein qui sont sur les réseaux aujourd'hui. Après, l'un des trucs les plus rapides, souvent ils font ça, les entrepreneurs, ils me contactent directement. Ils m'expliquent leur profil. Et soit vraiment je les connais bien et je sais qui peut matcher avec eux. Et du coup, je leur envoie une sélection et ils refont passer mais à des trucs, on va dire, restreints. Soit, bah, en fait, ils me partagent leur fiche de poste et on met en place un système de recrutement comme je vais l'expliquer à tes élèves. Euh, mais voilà, je les mets en relation avec des gens qui sont déjà formés. Ok. Euh, Ensuite, la question c'était, En moyenne, une super assistante. ça coûte combien? Ouais, Ouais. Alors déjà, tu as parlé de à l'heure. Moi, je déconseille de travailler à l'heure. Pour les deux parties finalement, parce que côté entrepreneur, bah, tu sais jamais vraiment combien va te coûter la facture.
Et puis si tu as un peu le malheur de tomber sur une assistante qui a compris, parce que c'est évident, plus elle va travailler bien, plus elle va travailler vite, moins elle sera payée. Et il y en a du coup bah, qui vont fonctionner au ralenti ou pas vraiment, enfin, rajouter des heures. C'est pas très honnête, mais enfin voilà, ils peuvent se faire avoir. Même moi aujourd'hui où j'emploie des assistantes et d'autres prestataires, je préfère avoir un forfait fixe, comme ça je sais tous les mois combien je vais sortir. Simple. Et de toute façon, le forfait, on l'a vraiment trouvé et établi au plus juste. Oui. Mais ça dépend pas du temps passé. Je le facture plutôt en tant qu'assistante et j'encourage tous les prestataires qui travaillent avec moi à facturer, on va dire, au résultat obtenu. Je me fiche que ce soit mes assistantes ou moi-même quand je fais mes prestations d'assistante avec mes clients, ils s'en fichent que j'y passe 10 heures ou 30 minutes. Tant que c'est fait, que c'est bien fait, que c'est fait comme ils veulent. Donc Mm. ça, c'est pas un débat. Mais combien ça va leur coûter, ça dépend vraiment des missions qu'ils vont déléguer. Parce que effectivement, s'ils délèguent juste peut-être la gestion de leur mail, ce sera pas du tout la même prestation que s'ils gèrent tout le pôle marketing. Tu vois, l'un soulage, et je dis pas qu'on peut pas faire de CA en gérant les mails, hein. Des fois on crée des nouveaux clients avec ça. Mais ça n'aura pas le même impact sur le CA et sur le business en général qu'effectivement si c'est toi qui mets tout en place la stratégie pour qu'il y ait des nouveaux clients. Ouais. Gérer juste l'après-compta, ça a beau être obligatoire, enfin c'est alors sauf si t'es en micro, mais la majorité quand tu délègues, t'es plutôt en SASU minimum. Euh, Tu dois faire ta pré-compta, tu es comme ça. Oui, c'est important et suivant le niveau de volume, ça peut avoir un forfait plus ou moins élevé, mais généralement ce sera toujours moins élevé que si par exemple tu fais la gestion de tout le pôle livraison. Si par exemple tu es un formateur, les résultats que tes clients vont avoir est très important, ne serait-ce que pour ta crédibilité, ton autorité. Et souvent, en tout cas, si on crée un escalier d'offres, ben, des clients contents du premier programme vont être tentés d'acheter le suivant. Ouais. Alors que si le premier, ils sont très déçus, ça va pas le faire. Et quand je parle de pôle livraison, c'est pas juste s'assurer un peu customer care, qu'ils vivent une bonne expérience, que ça se passe bien, être là si jamais il y a un petit bug technique. Non, c'est vraiment étudier le parcours client, que ce soit en termes d'apprentissage, de stratégie, enfin, c'est l'expérience et la réussite. Ça n'a Ouais. pas la même valeur finalement que effectivement bah, s'assurer que les factures elles sont faites. Même si c'est obligatoire, tu vois, c'est la valeur apportée. Ouais, donc l'idéal, c'est de savoir exactement ce que vous voulez déléguer, de savoir exactement combien de temps vous-même, quand vous le faisiez, ça vous prenait, pour à peu près estimer le temps, en tout cas, si c'est son, Pas si, tellement en vrai, parce que si c'est si c'est son, quelque chose que tu sais pas très bien faire et que de toute façon tu n'aimes pas, souvent tu vas y mettre beaucoup plus de temps oui, que quelqu'un. Donc souvent c'est biaisé, tu vois, le combien de temps j'y passe. Parce oui, qu'on souvent en réfléchissant comme ça, on a aussi ce truc de se dire, ouais, mais à l'heure, du coup, si je décide de la payer 25 euros de l'heure, ce qui est très bas hein, au passage, ça représenterait tant. Et du coup, on est biaisé. oui, mais dans le sens où moi j'ai vu beaucoup de personnes faire l'inverse, c'est-à-dire moi j'aime pas faire la compta, ça me prend 1 heure, imaginons pour faire ces 10 factures, je dis au pif, la personne te dit qu'elle y met 5 heures, bah il y a un problème quelque part, c'est ça quand même censé être son métier, c'est sa compétence, si elle met beaucoup plus de temps pour le même résultat, guillemets, hein, que toi, bon, moi en tout cas dans les grandes lignes, après je suis pas assez dans la précision là parce qu'on est dans les généralités, bon c'est qu'il y a un problème quand même quelque part, donc moi j'aimais bien en tout cas me dire ok, moi, ça me prend 5 heures pour faire ce travail de cette façon, obtenir ça. Je sais que normalement, ça me prendra pas plus et au moins pouvoir estimer avec la personne de voilà le temps que ça me prenait, comme tu as dit, pour partir plus sur une mission. Puis au fur et à mesure, elle teste, on améliore. Puis à la fin, tu vois concrètement ce que ça lui apporte, mais pas arriver en disant bah je sais pas, je te paye, mais je sais pas pour combien de temps, on verra. Enfin, tout ça, c'est des tests au Mais en fur et fait, à c'est mesure. ça. Là, tu réfléchis vraiment en termes de temps. Oui. Ouais, tu factures en termes de temps passé, non. Ça n'a rien à voir avec la valeur de la mission. C'est, comme je te le disais tout à l'heure, si c'est fait, bien fait et dans les temps, et comme tu le veux, bah, que j'y ai passé 2 heures ou j'y ai passé 10 heures, on s'en fiche. Tu me payes Ouais. à la mission. Tu vois, c'est le truc dans lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs restent bloqués. Bah,
ok, moi j'y passais 5 heures. Je comprends pas que la fille, elle y passe 10 heures. Bah déjà, je comprends. Enfin, même elle, elle a pas d'intérêt à te dire forcément combien de temps elle va y passer si elle travaille pas à l'heure. Donc, tu vois, pour moi, c'est un non-sujet. Et ouais, si le boulot, il est fait, bien fait, comme tu veux, et toujours à temps, on s'en fiche combien de temps elle y passe. D'autant que c'est beaucoup plus intéressant pour elle tout en respectant toujours on va dire, il faut que ce soit bien fait. On va pas plus vite au détriment de la qualité, mais Je suis d'accord. ça, c'est vachement plus intéressant pour elle d'aller plus vite si elle facture au forfait. Ben, ça lui permet de dégager du temps pour d'autres clients. Donc, pour moi, de se réfléchir comme ça en termes de, bah, moi j'y passais tant de temps, donc elle devrait y passer tant de temps, euh, aucun intérêt finalement. Ouais, mais parce que toi, tu formes des super assistantes avec cette méthode, mais aujourd'hui, sur Ah le ouais, non, il faut marché, partir du principe ouais. que effectivement on va recruter une personne qui sait faire ce qu'elle dit, qui le fait bien, qui va être la bonne personne pour nous. Parce que sinon, enfin voilà, c'est comme un truc que tu me disais à part. Si je pars toujours dans le truc que cette merde elle peut me tomber sur le coin du museau, forcément on va jamais aller loin dans la vie. Non, c'est surtout parce que la plupart aujourd'hui sur le marché se présentent comme ça. Aujourd'hui, c'est plus une normalité. En tout cas, dans Ouais. tous les recrutements que j'ai vus pendant des années, des personnes qui arrivaient à l'heure. Donc, au final, tout le J'essaye monde se vraiment de faire cale. changer ces choses-là. Eh ben, Faut être c'est bien. pour ça que je dis ça. C'est Je parce me bats contre ça. Parce que toi, tu formes des super assistantes avec des nouveaux modèles de présentation, de comment je vous accompagne, de on n'est plus à l'heure. Mais la réalité du marché, malheureusement, on attend que tu l'ouvres encore plus. La réalité aujourd'hui, la plupart arrivent, te disent, je suis à temps de l'heure et tout le monde se compare au taux horaire. Et c'est pour ça qu'on est encore bloqué là-dessus. Mais on est ouvert à ce que tu nous fasses changer tout ça et que les choses changent. Ouais. Non, mais je me Euh, bats depuis, ça doit Ouais, faire 3 ou 4 ans, tu vois, que j'ai lancé ouais. mon mentorat. Au début, effectivement, j'étais la seule à parler de ça. Je me suis même fait taper dessus et c'est OK. Et aujourd'hui, ça commence quand même à devenir une normalité. Je dirais pas que, effectivement, allez, 80% du marché fait ça, mais je pense que moins 50% commence à le faire, donc ça change. Et tant mieux. Et tant mieux, exact. Eh ben, merci en tout cas, Marthe, pour tous ces conseils. Si vous nous écoutez et que cet épisode, il vous a donné l'eau à la bouche, envie de tester, envie de découvrir, vous aussi, vous avez envie de gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et d'avoir quelqu'un qui est là pour vous accompagner dans votre vision et dans votre mission et que vous avez envie d'apprendre à déléguer intelligemment, on va dire ça comme ça, Marthe nous fait le plaisir d'animer un atelier exclusif pour les membres de Liberté Indécente où on va regarder comment recruter ta super assistante du premier coup. Les 3 points qu'on va aborder, c'est quoi une super assistante exactement? Préparer le recrutement qui fera toute la différence. Identifier la super assistante du premier coup et répondre à toutes vos questions parce qu'on partira peut-être sur d'autres postes qu'assistante, que Marthe fait pas que assistante, on parlera d'autres postes, peut-être des situations qui se sont présentées. Liberté indécente, c'est mon espace, le mouvement pour des entrepreneurs atypiques, multipotentiels, engagés, qui veulent construire un business rentable et structuré, sans rentrer dans les cases et en étant libre avant tout. À l'intérieur, vous aurez des expertes comme Marthe, vous aurez des stratégies business concrètes et aussi une communauté d'entrepreneurs qui fait déjà 3 000, 10 000, 20 000 euros par mois sans jamais s'oublier, sans jamais se trahir. Si vous voulez accéder à l'atelier de Marthe, commentez simplement indécente sous l'épisode ou alors vous m'envoyez un message sur Insta. On en discute. On a 3 places qui sont ouvertes actuellement. Et Marthe, merci 1000 fois à toi pour cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier message ou un dernier conseil à nous donner? Euh, Je vous conseille, si vraiment vous cherchez une super assistante, de ne pas négliger la partie je prépare mon recrutement. Les questions à se poser sur OK, je veux quoi exactement ou j'aimerais déléguer telle mission. OK, mais pour déléguer cette mission, OK, il faut telle compétence technique, mais comment je veux que les choses soient faites, le savoir-être qu'il y a Ouais. derrière, ça fera toute la différence. Et sauter cette étape, c'est quasiment sûr que vous n'allez pas trouver la bonne personne. Même si sur le papier, du coup, elle répond à tous vos critères, bah, si vous n'avez pas identifié les trucs importants, ça va pas marcher. Tu viens de les laisser sur une super fin. Merci 1000 fois à toi, Marthe, nous avoir donné de ton temps pour cet épisode et on se retrouve dans Liberté Indécente. Merci à toi, Marthe. Merci. Avec plaisir. Ciao, bye tout le monde.